Destin de femme, et oui c'est votre rendez-vous culture du vendredi matin et toujours en votre compagnie. On la retrouve ce matin, Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. Bonjour Ileana, bonjour à tous. Ça va ce matin en forme? Très très bien. Eh bien ça fait, oui ça va très bien, ça fait très plaisir de vous voir. Également. Alors ce matin, vous avez choisi Alexandra de mettre en lumière une artiste assez inconnue finalement des jeunes générations et pourtant, j'ai nommé Mireille. Et oui, pionnière de l'introduction du jazz en France avant même la Seconde Guerre mondiale, sa patte de compositrice et sa voix de colibri resteront à jamais dans les esprits. Elle a composé plus de 600 chansons au cours de sa vie et a écrit pour les plus grands. Une artiste au talent inépuisable pour la musique, mais qui a aussi su s'engager dans la résistance durant la guerre. Alors on va en parler justement, mais on va surtout commencer par parler de ses origines. Mireille, qui grandit dans une famille juive ashkénaze d'origine russe et polonaise. Tout à fait. Elle naît Mireille Hartouk dans le 3e arrondissement de Paris le 3 septembre 1906. Son père, il est fourreur et sa mère s'occupe du foyer. Dans ses mémoires, elle décrit une enfance joyeuse au sein d'une famille cosmopolite, anglaise par sa mère et polonaise par son père. La fillette est donc parfaitement bilingue, parlant français avec son père et anglais avec sa mère. Ça l'aidera beaucoup pour sa carrière par la suite. Et très jeune, dès l'âge de 2 ans, elle apprend le piano. Mireille se destine à une carrière de pianiste, mais ses mains sont trop petites et l'en empêche. Alors le déclic qui va la lier à jamais à la chanson, c'est lorsqu'elle a 8 ans, le hasard fait bien les choses. Elle remplace en urgence sa mère aphone en chantant à sa place dans un gala de bienfaisance pour la Croix-Rouge. Et à partir de là, elle n'a qu'un objectif, devenir artiste et surtout monter sur scène. Elle a 15 ans quand elle décroche sa première audition au théâtre de l'Odéon à Paris. Le directeur du théâtre l'engage pour jouer les travestis pendant 4 ans avant d'accéder à des rôles plus importants. Et là, elle commence à chanter. Ah oui, c'est très, très spécial quand même. Ah bah c'était à l'époque, Ilana. Écoutez, c'était la Beyoncé de l'époque. Alors les années suivantes, Mireille va au-delà de l'interprétation. Son talent principal, en fait, c'est la composition de chansons. Les rythmes sont entraînants et populaires et c'est sûrement ce qui fera son succès. Et oui, en 1928, elle a un coup de foudre artistique avec Jean Nohain, un avocat qu'on lui présente, qui écrit aussi des poèmes. Il est parolier, elle est musicienne et ils vont mettre en commun leur talent pour écrire une opérette de 5 heures dont personne ne veut. Ah, mince. C'est un échec. C'est un échec. Et donc, après cet échec, eh bien, Mireille va se consacrer entièrement au théâtre et plus particulièrement au musical. Elle enchaîne les rôles outre-Atlantique au Canada et aux États-Unis. Mais en France, un jour, elle reçoit en fait un télégramme de son père qui l'oblige à rentrer en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a un duo musical star de l'époque, Peel and Tabet, qui chante Couché dans le foin. C'est une des chansons de son opérette dont personne ne voulait quelques années auparavant, souvenez-vous. Couché dans le foin, couché dans le foin. Souvenez-vous, je suis pas sûre de m'en souvenir, Alexandra. Je suis pas sûre que vous non plus. Vous n'étiez pas née. Non, je n'étais pas née, mais bon, quand même, il se trouve que ça a eu un énorme succès. Bah oui, mais c'est très bien pour Mireille. Et c'est là que la carrière de Mireille va prendre de l'ampleur. Elle écrit près de 600 chansons pour les stars de l'époque, comme Jean Sablon ou encore Maurice Chevalier. Et là, elle commence à interpréter ses propres compositions. Son style gai teinté de jazz séduit le public et on lui confie même une émission de radio, Ilana, Les Amis de Mireille, qui fait un carton à l'époque. Tout le monde l'écoute. Le tout Paris. Alors, côté vie privée, en 1937, elle épouse un certain Emmanuel Berle, également de confession juive, journaliste, rédacteur en chef du journal Marianne. Le couple fréquente alors les grands intellectuels de Paris, comme l'écrivain Jean Cocteau, le couple Lazareff ou encore Yves Montand. Et oui, avec l'occupation, sa vie bascule. Le couple doit se réfugier en Corrèze, où ils sont cachés pendant 4 ans par un couple de paysans qui les protégeront et les avertiront de tout danger. La jeune femme est frappée, bien évidemment, par les lois antisémites de Vichy. On l'interdit de travailler, de monter sur scène, de chanter et de passer à la radio. Bah, elle devient en tout cas une artiste engagée, elle-même donc cachée. Elle va accueillir de nombreux résistants et certains de ses amis, notamment André Malraux. Tout à fait. D'ailleurs, elle va lui demander de lui écrire des chansons, mais il n'y arrivera jamais. Ah, bon, c'est pas grave. À la Libération, les Berle rentrent à Paris. Leur appartement a été pillé. Plusieurs membres de la famille ont été déportés. Mais pour Mireille, c'est vital. Elle doit reprendre du service. Et c'est la télévision qui contribue fortement à sa notoriété en diffusant son petit conservatoire créé en 1955 sur une idée du comédien Sacha Guitry. Alors, le concept, c'est elle enseigne la chanson à des élèves, oui, qui deviendront par la suite des stars. Bon, elle le sait pas encore,
alors comme Françoise Hardy, Alain Souchon ou encore Michel Berger. Michel Berger, bien sûr. Alors, une véritable troupe d'artistes à laquelle elle se consacre encore plus, d'ailleurs, à la mort de son mari, à son décès en 1976. L'émission a été déprogrammée, mais elle continue son petit conservatoire par ses propres moyens. Tout à fait. Les cours deviennent payants. Elle les change plusieurs fois d'endroit. C'était 60 francs par mois. C'est une professeure extrêmement exigeante, mais amoureuse de la musique. Alors, jamais complètement oubliée du grand public, Mireille réenregistre sur ses vieux jours plusieurs succès d'antan dans un album intitulé Génération Mireille en 1995. Elle enregistre même des clips. Enfin bref, c'est vraiment une star de toutes les époques. Le 25 décembre 1996, Mireille décède d'un œdème pulmonaire à l'âge de 90 ans. Une musicienne exceptionnelle dont certaines mélodies, bien que datées d'un demi-siècle, respirent toujours la même fraîcheur. Ce petit chemin qui sent la noisette, oh, ce petit chemin n'a ni queue Un bel ni hommage tête. ce matin, Alexandra, à Mireille. Merci beaucoup, Alexandra. Et Léa Moscona nous a rejointes en studio. Bonjour les filles, Léa. bonjour à tous. Alors, vous avez une anecdote, vous, à nous raconter, puisque vous avez fait partie de ce petit conservatoire de Mireille. Ah là, il y a Mais non, bien longtemps. c'est pas vrai. Mais si, Alexandra, j'étais aussi. Bon, je suis pas devenue une star. Hein, vous avez Ah, vu. vous auriez ça pu a raté témoigner. pour le coup. Hein, là. Vous avez vu ce visage juvénile? On n'imaginerait pas toutes les choses qu'elle a faites. Ah mais moi je suis complètement bluffée par Bah Léa. ouais, j'étais. Alors, j'étais racontez-nous. aussi Eh ben écoutez, ça se passait de mémoire. Hein, c'était dans une sorte d'atelier rue Kléber, et donc je venais toutes les semaines là-bas. Et bien sûr, on rencontrait cette petite Mireille. Je dis petite parce que elle était assise sur un fauteuil et les pieds ne touchaient pas terre, donc ça se baladait les pieds comme ça. Mais alors, elle avait un caractère. Ouais. Je peux vous dire que on était une vingtaine. Hein, il y avait des guitaristes, il y avait des chanteurs, etc. Et alors, il y avait un calme olympien parce que on avait peur d'elle. Et puis alors arrive mon tour. Alors mademoiselle, comment vous appelez-vous? Enfin voilà, c'était un petit peu sa voix comme ça. Et donc je décline mon nom, etc. Elle veut savoir un petit peu plus. J'avais la gorge nouée Ouais. et tout. Enfin, Stressée, quoi. je stressée. Le Je pouvais trac. pas. Il y a rien qui sortait. Ouais. Voilà. Et puis ensuite, non, écoutez-vous, non, c'est pas que, tournez-vous. Et il fallait que je chante dans toutes les positions. Vous voyez, elle voulait entendre ce qu'elle voulait entendre. C'est vrai que c'était un petit peu difficile. Et puis, à un moment donné, me faisant disputer par elle, je me suis dit que la seule façon de m'en sortir, c'était de l'imiter elle. Donc j'ai pris ma corde vocale le plus aiguë possible et puis j'ai chanté comme elle et elle m'a dit vous voyez quand vous voulez. Eh bien, merci beaucoup Léa Moscona, un bel hommage ce matin. Merci beaucoup Alexandra Sénigou pour ce nouveau numéro de Destin de femme à retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Alexandra, on vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J pour parler d'une nouvelle femme, un nouveau destin de femme.